disparaît. Tu as bien raison de les mettre à la fin, c'est la première version. Ah oui, c'était un peu fait exprès, ouais. Et en fait, la thèse, le vrai qui n'est pas là. Oui, De toute façon, tu les avais mis ensemble. bah, oui, oui. Mais, Ah ouais. Mardi, c'est lieu. Je t'ai déjà demandé, t'as rien reçu toi encore. Non, non, c'est je t'ai envoyé plein de. Bah, je vais l'envoyer à tout le monde, hein. Personne n'a reçu pour ça. on essaie de joindre nos places, s'il vous plaît. Donc, la suite des programmes de la journée scientifique des labos, on va donner place à la parole des services techniques. Je pense pour une raison évidente, c'est qu'ils font partie d'une brique essentielle dans la production scientifique au labo. Et ce qu'on va écouter le matin, c'est services techno, puis instrumentation, et puis électronique. Donc je vous propose qu'on va l'écouter tous ensemble au début. On laisse les questions à la fin. Merci Monder, bonjour. Donc moi je vais vous présenter le service de technologie. Alors avant que j'oublie, vous avez tout plein d'infos sur le site web du laboratoire, à cette adresse. Voilà, ici. Donc j'essaye de le tenir à jour du mieux que je peux. Mais il faudra m'excuser si de temps en temps il y a des infos un petit peu anciennes. Donc le service de technologie d'abord c'est qui? Donc il y a Bunta qui est là-bas. Et il y a Arnaud Jérôme. Alors Arnaud Jérôme, il est un peu particulier parce qu'il est dédié 100% pour les équipes Scope XUV et Surface Optique qui sont localisées au bâtiment 503. Et puis il y a moi-même. Donc quelles sont nos missions? Rapidement, c'est principalement d'être un appui technologique pour vous. Donc c'est vous venir en aide pour tout ce qui est fabrication. On fait aussi un appui à l'enseignement, surtout par le biais de travaux pratiques ou de conseils aux étudiants quand ils ont des projets. Souvent, ils viennent nous voir pour nous demander la faisabilité de certaines choses. Enfin, nous faisons aussi des prestations technologiques pour l'extérieur, moyennant devis et bons de commande. Comment on fait tout ça? Nous avons des moyens. Tout d'abord, ici, au sein du laboratoire et de l'Institut, donc il y a la salle blanche du bâtiment 503, qui, normalement, si tout va bien l'année prochaine, est à Palaiseau. Ce qu'on y fait principalement, ce sont des dépôts de couches minces pour les applications XUV, et ça, Franck vous en parlera beaucoup plus tout à l'heure. Et puis, il y a le nanomasqueur électronique, dont certains ont beaucoup entendu parler, qui est localisé dans la salle blanche de Thalès, chez nos voisins d'en face. Donc la salle blanche de Thalès, nous y avons accès, ainsi qu'à certains moyens de caractérisation par le biais de la convention de la plateforme de technologie commune. Pour finir, il y a d'autres choses auxquelles nous pouvons avoir accès, en particulier au laboratoire PICM à l'X, ou dans le cadre du réseau national de technologie, donc principalement l'IEF et le LPN pour nous. Le nombre de demandes dans le service, alors comme indicateur, j'ai pris le nombre d'heures au masqueur électronique parce que finalement ça constitue le principal de nos demandes. Vous avez ici une courbe reportée par année le nombre d'heures utilisées, donc c'est assez aléatoire. Pour l'année 2013, j'ai arrêté le décompte à fin juillet. En août, ça n'a rien changé, nous n'étions pas là.
Donc pour vous donner une petite idée, en 2012, on a fait 37 échantillons pour 182 heures, et en 2013 jusqu'à fin juillet, on en est déjà à 42 échantillons pour 104 heures. Et vu les demandes que nous avons de nouveau, on devrait être largement au-dessus des 182 heures à la fin de l'année. Depuis 2011, il y a 7 projets de type ANR ou autres qui sont en cours ou terminés, où le service de technologie est apparu. Donc les groupes impliqués ici, c'est Biophotonics, NAFEL, l'équipe XUV du groupe Scope et Manolia. Donc, très rapidement, pour ne pas trop faire inventaire, je vous montre quelques structures qui ont été réalisées dans le service. Donc pour le groupe NAFEL, dans le cadre du projet PIM Plasmon, il a été demandé de réaliser des antennes de type fourchette sur de l'ITO sur verre. Donc c'est de l'or, 50 nanomètres d'or. Donc vous avez une largeur de piste de 70 nanomètres et entre chaque dent, il y a environ 600 nanomètres. Toujours pour le groupe NAFEL, dans le cadre du projet Gospel avec l'IEF, on a réalisé des antennes Plasmon. Donc vous avez ici des dimensions. Vous avez ici les dimensions. Alors c'est pas très petit, hein, mais c'est déjà vu le substrat sur lequel c'était réalisé, c'est-à-dire c'était des puits quantiques. C'est pas trivial parce que il n'y a pas que la lithographie électronique. Il y a beaucoup de choses avant et après. Dans le cas de la thèse de Maha Chantouri pour le groupe Biophotonics, donc je vais reprendre Julien là-dessus, les structures ont été faites ici. Mais effectivement, il y a des choses qui sont faites aussi à l'IEF pour la NR Pyranex. Donc, on est d'accord. Donc, des réseaux d'ouverture dans de l'or 60 nanomètres. Donc ici, c'est un diamètre de 518 nanomètres. Ou des réseaux type ligne, pareil sur verre et en or de 65,5 nanomètres, donc avec une largeur de piste de 70 nanomètres et une période de 200 nanomètres. Donc ceux-là, c'était des réseaux débouchants dans les deux cas. Par la suite, il nous a été demandé de faire des réseaux non débouchants et c'était vraiment une autre paire de manches. Dernière chose, donc ce que le service peut faire ailleurs. Donc pour la thèse de Liéchan de Magnolia dont Sylvie nous a parlé tout à l'heure, on a réalisé des images MEB OLPN. Pourquoi s'est-on déplacé OLPN? Tout simplement parce que les fibres étant en silice isolante, c'était difficile d'avoir une image correcte dans un MEB classique. Ils ont OLPN un MEB haute résolution qui ont des courants d'extraction très faibles, de l'ordre du picoampère, ce qui permet de réaliser sans métallisation des images d'objets isolants. Donc on avait essayé quand même de métalliser, sauf que la fibre s'est cassée. Donc on a quand même fait la photo. Donc ça c'est la photo de la fibre métallisée. Donc on voit sur le dessus une espèce de couche très claire. Donc je trouvais la photo assez jolie. Et puis, souvent, les équipes nous contactent pour nous demander tout simplement, voilà, j'ai une idée de structure, est-ce que c'est faisable? Bon, bah, on leur répond, bah, on va essayer. Donc ça, c'était une question de Jean-Jacques, tout simplement. Il m'a demandé si on pouvait faire une structure de ce type, donc une mire pour des applications plasmoniques, avec une piste de 400 nanomètres, un entrefer de 300 nanomètres en or sur du verre. Faisable. Donc voilà. Donc, pour conclure, je dirais que le service a beaucoup de savoir et de savoir-faire. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Venez nous voir aussi en amont de vos projets pour ne pas vous lancer trop à l'aveuglette. Et on vous attend. Merci. Bonjour, donc aujourd'hui je vais être le porte-parole de service instrumentation du laboratoire Charles Fabry. Donc je vais commencer par vous présenter déjà notre service, qui sommes-nous. Donc nous sommes 3 ingénieurs depuis un peu plus de 3 ans. Donc Florence Nogrette qui est ici depuis le plus longtemps, ensuite Sylvie Janico et moi-même. Quel est le rôle de notre service? C'est de concevoir et réaliser des projets instrumentaux nouveaux et originaux
pour répondre en fait aux besoins de tous les groupes de recherche du laboratoire. Et aussi de faire évaluer ou d'évoluer les dispositifs instrumentants déjà existants. Dans notre groupe, donc, on a des compétences dans plusieurs domaines. Donc, les domaines que j'ai écrits ici, donc c'est le domaine des lasers, optiques, système optronique, microscopie, instrumentation. Mais on est en train aussi d'acquérir des nouvelles compétences, notamment dans le domaine du calcul optique et la conception optomécanique, vide et cryogénie, notamment en Florence, et contrôle commande et analyse de données. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu en fait comment il est réparti le temps de notre service dans les différents groupes de recherche. En fait, le camembert qui est présenté ici, en fait, le 100% du camembert représente le temps de nous trois. Et donc, comme vous pouvez voir, donc on a une très bonne partie de notre temps qui est dédié en fait au groupe laser, notamment par l'intervention de Sylvie et un petit peu par mon intervention. Ensuite, on a une autre partie de notre temps qui est donc dédiée au groupe de optique quantique par Florence et optique atomique. On intervient un petit peu dans le groupe de biophotonique. Donc Sylvie et Florence, ils ont travaillé dans l'année 2012 un peu avec Karen Perronnet pour la pince à atomes. Je dis des bêtises, je pense. Et donc moi, j'interviens un peu plus dans le groupe NAFEL. Et dans le projet Rome Bio de l'équipe Manolia, comme Sylvie vous a parlé un petit peu. Donc maintenant, je veux essayer de vous présenter quelques réalisations qui ont été effectuées par différents membres de notre service. Donc, je vais commencer par vous présenter un sous-ensemble de l'expérience Shadok qui est monté dans l'équipe de optique quantique sous la direction de Antoine Brouwers et Thierry Lahaye. Donc, c'est une expérience qui vise à intriquer par blocage Rydberg des atomes froids disposés dans une matrice de piège micrométrique. Donc, le rôle de Florence dans son sous-ensemble a servi en fait à générer en fait ces matrices de pièges. Donc pour cela, elle a développé un banc de génération des motifs que on peut voir ici. Donc elle a réalisé en fait tout le calcul des différentes cartes des phases. Et donc ces motifs ces atomes, on les piège à l'aide des modulateurs de phase, des modulateurs spatiaux de lumière. Donc, son travail a été donc déjà de calculer de faire toute la conception optique et dimensionnement du banc. Ensuite, donc, de réaliser la conception optomécanique et toute la partie optique des pièces qui ont servi en fait à la construction de ce banc. Et bon, par la suite, elle a validé, a fait des tests sur ce banc-là. Un autre exemple, c'est la génération d'une source laser bleue qui a été réalisée dans le projet Lamparo dans le groupe laser par une équipe constituée de Sylvie Janico, Fabiola Camargo et Gaël Lucas Leclin. Donc dans ce projet-là, le but, c'était de générer donc dans le bleu à 492 nanomètres, 100 milliwatts des puissances. Donc, comment on réalise celle-là? Donc, c'est dans la cavité d'un laser à micron 64. En fait, on réalise le mélange de fréquences avec une diode à 915. C'est une diode qui a été fournie dans ce projet-là par Thales. Donc, quel a été le travail effectué par Sylvie dans ce projet-là? Donc, elle a été amenée à faire le calcul de cette cavité pour trouver les ouest et notamment où placer le cristal non linéaire pour réaliser le mélange des deux ondes. Donc ici, je vous présente juste une photo de la manip qui montre le laser bleu. Sylvie a notamment travaillé aussi sur la partie module
en fait, le module de la diode, le module électrique de la diode à 915 nanomètres, dont ici vous avez une photo. Et donc ce module-là, en fait, il permet de sélectionner via un réseau. Donc ici, vous avez une photo de cette diode-là qui est installée ici. Donc ce réseau-là vous permet de choisir très finement, si j'ai bien compris, la longueur d'onde de cette diode, car c'est très important pour le mélange par la suite pour obtenir la bonne longueur d'onde. Et un autre travail réalisé toujours dans le groupe laser et qui est un petit peu lié à l'autre module où on a vu la diode installée, c'est aussi donc de réaliser un module de pompe, ce qu'ils appellent un module de pompe fibré, parce qu'il est connecté par des fibres à 690 nanomètres, donc c'est la longueur d'onde d'émission de la pompe. Donc dans ce cadre-là, Sylvie a intégré la diode commerciale, a défini toutes les optiques des collimations, je pense qu'on le voit un petit peu mieux ici, pour la mise en forme du faisceau, a réalisé donc la conception optomécanique de SolidWorks, en SolidWorks, et ensuite donc elle a réalisé en fait ce que vous voyez ici dans cette photo. Ce module-là, il a été notamment utilisé pour pomper un laser à semi-conducteur en cavité externe, un laser qu'on appelle un laser Vexel, donc un laser qui émet à 850 nanomètres. Je ne sais pas si j'ai encore du temps, donc je vais m'arrêter ici. Et donc voilà, je vais passer donc du coup les deux autres transparentes. Et je tiens à vous remercier pour votre attention. Alors, les réalisations du service électronique sont le plus souvent à destination des expériences d'atomes froids, mais il arrive que certains montages soient utilisés par d'autres groupes. Alors, pour illustration, je vais vous présenter deux montages utilisés par le groupe de biophotonique. Alors, que ce soit pour alimenter, réguler la température, réguler les puissances des lasers, que ce soit pour commuter les pièges magnétiques, que ce soit pour asservir les lasers sur des transitions optiques, les solutions mises en œuvre ont besoin d'électronique. Alors certains appareils se trouvent sur catalogue avec de bonnes performances et d'autres non. Alors il faut imaginer des solutions, faire le montage, le concevoir, le construire et le faire vivre dans l'expérience. Ainsi, je vous présenterai trois réalisations marquantes que j'ai réalisées pour le groupe d'optique atomique. Alors bien d'autres appareils auraient pu être présentés, notamment pour l'optique quantique, mais je n'ai pas le temps. Alors cette source est utilisée pour de l'imagerie biologique du genre tomographie par cohérence OCT. Elle est constituée de plusieurs sources de base mélangées. Alors ici, les sources sont des LED fibrées et elles sont, puis les lumières sont mélangées dans une fibre multimode. C'est mixé là. Alors ici, les LED fibrés mélangés. Alors le boîtier électronique s'insère entre le PC et les LED. Ce boîtier permet de régler très finement l'intensité lumineuse de chaque LED. Alors pour tester le fonctionnement, j'ai écrit un programme. Ouais, c'est pas très net. Et ce programme sert de base aux chercheurs qui veulent l'intégrer dans son truc LabVIEW. Alors, ce boîtier permet d'envoyer un mail via le réseau informatique lorsqu'un événement intervient. Alors, ces événements déclencheurs peuvent être une panne d'alimentation, une panne du secteur, un seuil
qui est dépassée sur une entrée analogique, ou une entrée tout ou rien, par exemple, qui peut venir d'un appareil extérieur comme un congélateur. Alors quand l'appareil détecte cet événement, un mail est envoyé à une liste de personnes, par exemple. Alors les applications peuvent être très nombreuses. Un MOPA, Master Optical Power Amplifier, est un dispositif qui amplifie la puissance d'un laser. Ici, le module amplificateur est un semi-conducteur arsénure de gallium. On injecte la puce avec quelques milliwatts et on ressort avec une puissance qui peut aller jusqu'à 1 watt ou plusieurs, avec la même fréquence. Alors, la stabilité du faisceau dépend à la fois de la stabilité de la température de l'amplificateur et de la stabilité du courant. Alors l'électronique ici est en 2 modules. On a un module qui contrôle la température de façon classique avec un peltier et un contrôleur PID, et une source de courant qui permet de régler l'intensité de 0 à 2,5 ampères. Alors 7 de ces montages fonctionnent actuellement sur nos expériences, et un nouveau modèle 5 ampères est en cours de test. Alors pour piéger les atomes dans une enceinte à vide, différentes techniques sont utilisées. L'une d'entre elles combine les champs magnétiques et des lasers. Les atomes sont piégés au minimum du champ. Pour produire un champ magnétique facilement ajustable, on utilise des bobines que l'on fait parcourir par un courant. Il est important que l'établissement du champ magnétique soit rapide pour capturer un maximum d'atomes. De même, il faut que le champ soit coupé rapidement pour relâcher les atomes afin de faire l'imagerie. Établir ce champ magnétique ne peut se faire rapidement sans un dispositif spécifique. Si on voulait se passer de ce dispositif, dans cet exemple, il nous faudrait une alimentation qui ferait 90 kW, alors que là on utilise 4,5 kW. Alors le principe de fonctionnement. Alors tout d'abord, il faut voir l'inductance ici, le condensateur ici, c'est ce qui est là. Tout d'abord, on charge le condensateur avec de la haute tension. On peut mettre un certain temps, quelques secondes pour charger le condensateur. Donc quelques watts d'haute tension sont suffisantes. Et après, on commute l'IGBT et la charge, l'énergie accumulée initialement dans le condensateur se déverse dans l'inductance. Ça c'est initial, ça c'est final. On remarque que C1 et L1 forment un circuit résonant dont la période propre vaut oméga 0 et que le courant va avoir donc la forme d'une sinusoïde et qui va monter à un maximum avec un quart de la période de la fréquence qui est là. Alors, une fois arrivé au sommet, par un jeu de diodes, c'est l'alimentation qui reprend l'alimentation fournit le courant dans l'inductance. Alors de façon inverse, à la coupure, on récupère l'énergie de la bobine pour mettre dans le condensateur, un autre condensateur. Alors quelques résultats. J'ai ici en vert ce qu'on obtiendrait sans le montage électronique et en rouge ce qu'on obtient. Donc ici j'ai montré les 3 premières millisecondes, c'est un zoom sur ça, avec la montée comme ça, et ici c'est la fin du cycle, les 3 dernières millisecondes. Alors des montages comme ça, j'en ai quelques-uns, j'en ai réalisé 5, de 50 ampères à 200 ampères, un 6e en cours d'étude. Alors les expériences utilisant des atomes et des lasers ont souvent besoin que la fréquence de ces lasers soit très précisément ajustée sur une transition de l'atome. Pour accorder le laser sur cette référence naturelle, une solution consiste à utiliser une absorption saturée. On utilise une ampoule de verre contenant une espèce atomique sous forme gazeuse à basse pression, puis on fait passer un laser à travers afin que les photons ayant la bonne fréquence soient absorbés par ces atomes. Il suffit alors d'absorber la fréquence du laser sur cette absorption. Dans le cas où l'atome utilisait de l'hélium dans un état métastable, il faut exciter les lasers du gaz contenu dans la cellule. Puisque la cellule ne comporte pas d'électrodes, nous utilisons un rayonnement radiofréquence afin de créer le plasma. Il faut que le rayonnement radiofréquence soit suffisamment intense pour amorcer le plasma, et il faut que le plasma ne soit pas trop opaque pour laisser passer le laser sombre. Alors la cellule est entourée de quelques spires de fils,
et cette inductance est mise en résonance dans un oscillateur de type Colpitts. L'énergie fournie à l'hélium dépend principalement de l'amplitude de la radiofréquence. Et quand l'alimentation fournit suffisamment de puissance, le plasma s'allume avec une petite lumière bleue ou rose suivant la pression dans la cellule. Alors, l'alimentation, une alimentation en découpage de 30 watts qui peut aller jusqu'à 370 volts. Pour éviter que le rayonnement radiofréquence ne s'échappe sur toute la manip, le tout est enfermé dans une boîte étanche avec un passage pour le filtre secteur pour éviter que la propagation dans le réseau et bien sûr 2 petits trous pour laisser passer le laser son. Voilà. Aujourd'hui, 3 CD charges sont en fonctionnement et une 4e ne devrait pas tarder. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, s'il y a des questions pour les 3 services, ils sont où, Anne-Lise et voilà, ils se cachent là-bas. Oui. Est-ce qu'on peut mettre nos pompes sur ton boîtier électronique pour que ça nous envoie un mail si les pompes s'arrêtent ou ce genre de choses? Ou pour l'eau aussi, on me demande du groupe laser. Et moi j'avais une question. Vos alimentations de diodes laser, c'est quoi la spécificité par rapport à des systèmes qui sont... Pardon ? En ce qui concerne les alimentations de diodes laser, les spécificités par rapport à des systèmes commerciaux, ils vont au niveau du bruit, au niveau... Au niveau du bruit, oui, stabilité et le bruit. Ouais. D'accord. Je me souviens que j'en avais prêté une à Robert Frey il y a quelques temps, qui n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait avec. Il avait dit, ouais, il y a quand même sa qualité. D'accord. Un système commercial. D'accord. Ok. Pas de dépositaire. Oui, juste un petit commentaire parce qu'il est très modeste, Fred. Il faut savoir que les alimes, le dispositif pour couper, pour commiter les champs magnétiques, là, par exemple, moi j'ai travaillé avec une boîte et ils veulent recruter Fred. Alors, il n'a pas le temps de travailler pour eux, mais ils voudraient vraiment avoir ce système-là pour pouvoir, justement, pour répondre aux besoins des gens. Et il n'y a personne qui fait ça, il n'y a que Fred. Enfin, c'est simple, mais c'est bien fait. Et, voilà. Juste pour redire, parce qu'il n'a pas dit. Juste aussi, moi, là, hier, on avait une réunion avec Thales qui font des manipes de puces atomiques aussi. Et ils ont des problèmes avec des alimes. Et donc, moi, je leur ai dit que moi, c'est simple, toutes mes alimes, de tous mes fils, c'est fait par Fred. Et ils voulaient savoir s'ils pouvaient en acheter. Moi, c'est plutôt pour le service instrumentation que j'ai une question. Johanna, tu as fait un joli camembert avec... Tu as fait un joli camembert montrant les 100% de votre temps, mais est-ce qu'il y a un camembert avec les demandes pour savoir combien de personnes en plus il faudrait pour répondre à toutes les demandes? Vous avez une idée? Ah non, non, je voulais pas de tension, je voulais trouver des billes pour recruter des gens en plus. Bon, on va maintenant revenir au groupe de recherche et on reprend avec le groupe Scope. Tu préfères il marche bien, ça va, il marche. Il marche? Vous m'entendez dans le fond? Oui, ils m'entendent dans le fond. Oups. Bien, donc bonjour tout le monde. Oui, je commence en montrant le mauvais exemple. Pardon.
Donc c'était juste pour vous dire, je ne vais pas commenter la liste, c'était juste pour vous dire que je vous présente à la fois les activités de l'équipe optique XUV et de l'équipe surface optique, c'est-à-dire tous les survivants du 503, donc tous les gens qui sont là, on a un bureau au 503, c'est pour ça que j'ai mis Anne-Lise, que je remercie de nous aider beaucoup pour notre opération de déménagement dans le bâtiment. Il y a également 2 collègues externes au laboratoire qui viennent travailler dans le cadre de la plateforme CEMOX, Marc Roulier d'ISMO et Blandine Capitanio de Soleil, qui ont aussi des bureaux chez nous. Donc on a essayé, bien que j'ai commencé par une liste, on a essayé de respecter les consignes pour la suite, c'est-à-dire de choisir un thème, et je vais vous parler principalement des développements qu'on a fait ces dernières années pour la mission spatiale Solar Orbiter. Comme c'était très frustrant de choisir un thème, je vais quand même vous montrer tout ce que vous avez raté, tout ce dont j'aurais pu vous parler. Donc juste quelques faits marquants, il n'y a pas tout d'ailleurs. D'abord, on a au cours de ces 4 dernières années maintenu et acheté aussi de nouveaux équipements, parce que c'est très important, comme vous allez le voir dans la suite, pour nous. On ne pourrait pas faire grand-chose sans ces équipements. Donc on a modernisé une machine de dépôt, on a acquis un nouveau réflectomètre, et on a eu quelques résultats marquants que je vous montre ici. On a réalisé un premier monochromateur pour le synchrotron soleil sur une technologie multicouche alternée. Donc pour nous, ça a consisté à développer des empilements avec des épaisseurs de couche de 2,5 nanomètres, pas 2,4, 2,5, et à les déposer sur un réseau qui a une profondeur de gravure de 2,5 nanomètres aussi. Le réseau est fourni par Jobin-Yvon. Et ça a très bien marché. Ça, c'est des mesures que vous voyez superposées aux simulations qui sont faites à Soleil et qui montrent 25% d'efficacité autour des énergies de 2 kV qui ne sont pas facilement atteignables avec d'autres technologies. On a développé aussi des miroirs apériodiques, donc avec cette fois-ci des empilements qui ne sont plus du tout périodiques, pour faire ce qu'on appelle des super miroirs, c'est-à-dire des miroirs qui réfléchissent sur une grande gamme spectrale. Ici, c'est de 5 à 10 keV, plus de 30%, pour faire de l'imagerie. En l'occurrence, c'est des applications pour le laser mégajoule. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, il faudra venir écouter la thèse de Benoît Emprunt dans un peu plus d'un an. On a beaucoup travaillé dans le domaine des impulsions attosecondes. Ça fait l'objet de la thèse de Charles Bourassin-Boucher, et on a notamment démontré qu'il était possible de comprimer des impulsions attosecondes, donc subfemtosecondes, à l'aide de miroirs multicouches, là aussi apériodiques, ça ressemble à ça, les empilements qu'on a réalisés pendant la thèse de Charles. Et les mesures ont montré qu'on était capable de passer d'une centaine d'attosecondes à une quarantaine, cinquantaine d'attosecondes. Donc on commence à rentrer vraiment dans les attosecondes, on n'est plus à 600 attosecondes, ça devient intéressant. Pour finir, donc, nos collègues de l'Institut d'astrophysique spatiale et du Naval Research Lab aux États-Unis ont envoyé pour la première fois nos multicouches à 3 matériaux, donc je vais vous reparler un petit peu après dans l'espace. Donc on a vu qu'elles tenaient, et en plus ça a permis de faire des premières images en coronographie UV pour aller mesurer. Donc c'est l'image que vous voyez autour, au centre c'est un montage avec un imageur classique, on va revoir après. Et ce coronographe a permis de mesurer l'abondance d'hélium jusqu'à presque 3 rayons solaires pour la première fois. Donc c'était une étape importante pour les astrophysiciens. Voilà, j'ai fini avec ma digression, donc je reviens à l'objet de ma présentation. Et je voudrais commencer par faire un petit historique de ce qui s'est fait dans le domaine de l'imagerie de la couronne solaire dans l'extrême UV. Donc depuis les premières images haute résolution de 1987, c'était une mission fusée qui a été envoyée, et l'image, elle avait fait la couverture d'un Science à l'époque. Jusqu'à la dernière mission, qui est une mission américaine de la NASA, Solar Dynamic Observatory, qui observe cette fois-ci jusqu'à 7 longueurs d'onde différentes. Et ici, je vous projette une reconstruction de 3 longueurs d'onde, c'est une combinaison de 3 longueurs d'onde du Soleil il y a quelques temps, c'était fin août, ça, le 25 août. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder le Soleil d'aujourd'hui sur Internet. Donc il y a eu la fameuse mission SOHO, donc tout le monde a déjà entendu parler à l'Institut d'optique, puisque c'est l'Institut d'optique qui a fourni les optiques et les revêtements multicouches du télescope EIT, qui était le premier télescope embarqué sur un satellite. Ça, c'était en 1995. Les Américains ont répliqué assez rapidement, 3 ans après, avec un autre satellite à haute résolution. Et plus récemment, on a travaillé sur la fourniture des optiques pour la mission stéréo, dont je vais vous parler un petit peu en introduction. Donc une chose importante à noter ici, si vous regardez un peu au niveau des matériaux utilisés dans les revêtements multicouches, dans le spatial, on est assez conservateur. C'était du MOSI, là on a changé un tout petit peu, à peine. Là c'était encore du MOSI, là c'est surtout du MOSI, on commence à faire un peu autre chose. Et je vais vous montrer qu'actuellement on a introduit justement de nouveaux matériaux. Alors ces missions, ça permet aujourd'hui aux astrophysiciens d'avoir des vues du Soleil un peu sous tous les angles.
que je vous projette ici, c'est l'orbite de la Terre, autour du Soleil. Et les dates, ça correspond aux positions des sondes de stéréo. Donc stéréo, souvenez-vous, c'était 2 sondes, une qui est en avance sur la Terre et une en retard, et les sondes s'écartent de 20 degrés chaque année. Donc ça a été lancé fin 2006. Depuis 2011, elles sont passées de l'autre côté du Soleil, c'est-à-dire qu'elles regardent l'arrière par rapport à la Terre. Et donc les astrophysiciens ont une vue du Soleil sous tous les angles, à n'importe quel instant, aux instants d'observation en tout cas. Donc ça c'est très intéressant. Alors la mission SDO qui est plus récente, elle remplace en quelque sorte EIT, elle est située à proximité de la Terre, au point de Lagrange. C'est très intéressant d'avoir ces vues-là. Pourquoi? C'est facile à imaginer. Bien sûr, si on a plusieurs vues, on a plus d'informations. Ça c'est un exemple qui est mis en avant sur le site de la NASA pour montrer qu'avec un point de vue, on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Donc ça, c'est une vue par stéréo B. Et les astrophysiciens se sont un peu creusé la tête à essayer de comprendre pourquoi il y avait une ligne noire en plein milieu du Soleil. Qu'est-ce que ça vient faire là? Et en regardant l'image de stéréo A, ils ont vu que cette ligne noire, en fait, c'est ceci. C'est une grosse protubérance. Donc bien sûr, avoir plusieurs points de vue, c'est intéressant. L'autre intérêt, c'est que pour la première fois, on a pu faire une map monde du Soleil. Donc le Soleil n'est plus rond, maintenant on peut le mettre en carré, en rectangle, c'est super. Donc ça c'est une map monde qui a été faite avec les 3 images. Vous avez stéréo A à gauche, stéréo B au milieu et SDO à droite. Tout ça c'est à la même longueur d'onde d'observation de 30,4 nanomètres. Alors qu'est-ce qu'on veut faire dans les prochaines missions? On pourrait se dire ça y est, on a fait une map monde du Soleil, on est content. Non, on n'est pas content, on voudrait améliorer notamment les zones du haut et du bas, c'est-à-dire l'observation des pôles. Donc ça va être un des objectifs de la mission Solar Orbiter. L'autre objectif, c'est qu'on veut toujours essayer d'aller voir ça d'un peu plus près, avec une résolution un peu meilleure. Donc améliorer la résolution et aller voir les pôles. Comment on fait ça? Ce n'est pas très dur, mais il fallait y penser. On va aller rebondir sur Vénus. Donc jusqu'à présent, en fait, je reviens ici, tous les satellites d'observation extrême UV qui ont été lancés sont dans le plan de l'écliptique. Si on va aller voir les pôles, il faut sortir. Et donc pour sortir, les astrophysiciens, nos collègues de l'IAS qui ont calculé cette orbite, ont eu l'idée d'aller rebondir sur Vénus. Donc ici, nous on est là sur la Terre, le Soleil est quelque part par là, et Solar Orbiter va partir, va mettre 3 ans pour faire 3 rebonds sur Vénus et commencer à prendre un peu d'inclinaison avant de commencer vraiment sa mission. Donc il va falloir vraiment attendre. Lancement prévu 2017, début des observations, ce sera 2020. Tout de suite. Il y aura des phases de pré-observation avant. Et donc, à force de rebondir sur Vénus, on va arriver à incliner la trajectoire de Solar Orbiter jusqu'à des angles, des pics ici de 30 degrés, donc d'avoir une vision intéressante sur les pôles. D'autre part, vous voyez ici, on est en unité astronomique, on va aller en dessous de 0,3 unité astronomique, c'est-à-dire 3 fois plus près du Soleil que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors Solar Orbiter, c'est une grosse mission, il y a jusqu'à 10 instruments dans la charge scientifique, là, qui fait 180 kg, et les télescopes extrême UV sont là, EUI, donc on occupe une petite partie de cette charge utile. Donc les instruments dans lesquels on a impliqué, c'est l'instrument EUI, Extreme Ultraviolet Imager, qui est sous la responsabilité du Centre spatial de Liège. C'est Pierre Rochus, le responsable de cet instrument. Il y a 3 télescopes, un qui travaille à Lyman Alpha, donc 116 angström, qui va être fabriqué par le MPS en Allemagne, et les 2 autres donc, qui sont sous la responsabilité pour les parties optiques de l'Institut d'optique. Donc il y a un télescope qui va faire de la haute résolution et qui va regarder quelque chose qui va ressembler au petit carré rouge ici, donc aller voir une toute petite zone du Soleil en très haute résolution, et un deuxième télescope, le Full Sun Imager, FSI, qui lui va regarder tout le Soleil. Alors pour ce deuxième télescope, on a proposé avec nos collègues de l'Institut d'astrophysique un nouveau concept qui est d'utiliser, plutôt que les télescopes habituellement composés de 2 miroirs qui ont volé jusqu'à présent, un télescope à 1 miroir, et ce miroir réfléchissant 2 longueurs d'onde à la fois. Donc ce qu'on appelle un revêtement bibande sur ce miroir. La longueur d'onde, donc l'image, sera filtrée ensuite juste devant le détecteur par une roue à filtre. Donc ça a impliqué des développements assez importants au niveau des revêtements multicouches. L'autre point, c'est que ces 2 configurations, contrairement aux missions pour lesquelles on a travaillé auparavant, sont des configurations hors axe. Et ça a impliqué un développement important
au niveau notamment de la préparation des surfaces, et du travail de Raymond Mercier, au niveau des surfaces optiques. Je vais en dire un mot ici, je ne vais pas dire trop de bêtises, mais comme Raymond est là, il me corrigera sinon. Donc, il y a un travail bien sûr très important qui vous sera présenté cet après-midi par Christian, qui est fait à l'atelier d'optique, qui est tout d'abord de polir avec la meilleure forme sphérique possible les miroirs. Ensuite vient l'étape d'érosion ionique qui nous permet d'obtenir la surface asphérique qui va corriger le maximum d'aberrations dans notre système. Pour pouvoir faire ces asphérisations hors axe, Raymond a dû concevoir avec l'aide de l'atelier une surcloche, donc il a rehaussé son enceinte d'érosion ionique ici, de manière à pouvoir faire tourner les miroirs, non plus sur l'axe de rotation du canon, mais de manière décalée. Alors il n'a pas décalé le canon, parce que le canon c'est quelque chose qui fait 150 mm, c'est ça, et qui a beaucoup d'électronique qui était difficile à décaler. Donc ça a demandé beaucoup de développement, et je vous passe un peu tous les détails et toute la saga de panne, de déménagement du rez-de-chaussée au premier étage et autres. Mais grâce à la persévérance de Raymond, voici les résultats, 2 ans après. Donc il a réussi à éroder les premiers miroirs donc pour FSI, le majeur plein champ, avec des défauts de pente donc, que vous voyez représentés ici sur la surface carrée du miroir, qui sont compris entre 0 et 4,3 microradians, et des défauts de surface que vous voyez ici entre 0 et 1,7 nanomètres RMS. Donc pour être un peu plus concret, ça correspond à des défauts inférieurs à 1,5 pixel au niveau de la CCD qui sera dans le télescope. Donc, autrement dit, les défauts de l'optique seront invisibles ou presque sur les images. J'insiste sur le fait que les rugosités ici, les rugosités haute fréquence de ces miroirs sont inférieures à 2 angstroms, grâce au travail de l'atelier d'optique et grâce au travail de Raymond qui arrive à préserver bien sûr cette rugosité. Donc une fois qu'on a ces beaux miroirs, là, comme ça, et ben pour que ça réfléchisse dans l'extrême UV, il faut faire un traitement. Et c'est là où on intervient avec les dépôts multicouches. Donc réfléchir une longueur d'onde, ça on sait le faire depuis assez longtemps. Hein. La loi de Bragg vous dit que si vous avez une structure périodique, vous réfléchissez une longueur d'onde qui vaut à peu près 2 fois la période de votre structure. Pour FSI, je vous ai dit, on a besoin de réfléchir 2 longueurs d'onde. On veut faire un miroir bibande. Une idée simple, c'est de superposer 2 structures périodiques, de périodes différentes, D1, D2, et de se dire, bon, on va réfléchir les 2 longueurs d'onde. Ça marche bien uniquement si vous avez des matériaux transparents, et malheureusement, pour nous, ici, dans ce monde-là, il n'y a pas de matériaux transparents. Cependant, on a quand même démontré qu'on pouvait utiliser ce type de structure sous certaines conditions. Ces conditions, c'est d'optimiser ce design en prenant en compte, bien sûr, l'absorption dans les matériaux, de disposer d'un matériau au moins de très faible absorption, se rapprocher du cas idéal, et d'avoir une très forte efficacité, notamment pour la structure qui va se retrouver en dessous et qui va subir l'absorption de la structure du dessus. Donc je vais vous montrer rapidement quelques résultats qu'on a obtenus là-dessus. Donc au niveau de l'optimisation du design, ça a fait l'objet d'une partie de la thèse de Christophe Eke, qui a étudié de manière un peu systématique tous les paramètres qu'on pouvait faire varier dans ce type d'empilement. Donc vous connaissez 2 types de structures ici. Celle du dessous, elle a 3 matériaux, je vous montrerai après pourquoi. Celle du dessus, un acte 2, et entre deux, on a une couche qui va nous servir à adapter les interférences qui ont lieu entre les 2 structures. Ce qu'on a montré, c'est qu'on pouvait, en jouant principalement sur l'épaisseur de cette couche ici, décaler un pic de réflexion par rapport à l'autre. Donc ici, on a 2 ordres en fait de Bragg, de la structure inférieure. L'ordre 1 qui est à 30,4 nanomètres, le second qui est à 17,4 nanomètres, qui correspond à des raies du Soleil. Et en jouant sur la couche qu'on a appelée buffer ici, entre les deux, on arrive à décaler ce pic à 33,5 nanomètres. Ce qui est très intéressant pour ce télescope, c'est aussi qu'on va disposer d'extinctions quasi parfaites. Ici, on a plus de 4 ordres de grandeur d'extinction qu'on va pouvoir placer, si on design correctement, sur les raies qu'on ne veut pas réfléchir. Vous voyez que par exemple, la courbe rouge réfléchit l'arrêt 16 du fer et éteint complètement l'arrêt de l'hélium 2, et c'est l'inverse pour la courbe bleue, pour le deuxième design. Donc ça, ce travail de design, il a été revu plus récemment en utilisant des codes développés sous MATLAB et des algorithmes d'optimisation automatique. On a pu proposer des nouveaux designs. On est actuellement en phase de sélection du design final qui sera déposé en début d'année sur les miroirs. En termes d'efficacité, on avait démontré il y a déjà quelques temps,
c'était en 2005, on pouvait augmenter la réflectivité de manière significative en ajoutant un troisième matériau. C'est pour ça qu'il y avait 3 matériaux précédemment. Et on a utilisé ça sur des nouvelles multicouches à base d'aluminium. Et cette fois-ci, on a démontré une évolution d'un facteur quasiment 2, ici, sur la réflectivité de ces multicouches. Donc après un travail de longue haleine, on a réussi à rentrer dans pas le Guinness Book, mais dans la liste des records de réflectivité de multicouches. Je vous ai listé ici les multicouches que j'appelle efficaces, c'est-à-dire qui réfléchissent plus de 50% de la lumière. La première, c'est dans les années 85, c'était le MOSI, c'est pour ça qu'il est beaucoup utilisé. Il y a eu le molybdène beryllium, qui a été un peu oublié depuis, le scandium silicium, et à partir de 2000, on est passé aux trimatériaux, qu'on avait démontré en 2005. On s'est fait prendre la vedette par les Américains qui ont un premier record en 2009, mais on s'est rattrapé l'année suivante. Donc avec des multicouches qui réfléchissent plus de 50% aux alentours de 17 nanomètres. Alors ça peut paraître simple, mais il y a presque 3 ans de travail là derrière, notamment pour comprendre ce qui se passe dans les structures et dans les matériaux. Pour ça, on fait pas mal de collaborations. On avait monté une ANR avec le labo de chimie physique à Paris, qui nous a permis d'aller regarder à l'échelle nanométrique ce qui se passe dans la structure, aux interfaces, et éventuellement au niveau de la contamination aussi de ces couches. Ici, vous voyez une structure, une vue de microscopie électronique en transmission, des couches d'aluminium, qui sont un peu cristallisées, vous voyez, des structures colonnaires. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à avoir des interfaces suffisamment lisses dans ces structures. Donc ça a fait l'objet de pas mal d'années d'études et d'optimisation pour arriver à des structures où on a des rugosités inférieures à 5 angstroms aux interfaces. Ici, on vous montre un spectre de mesure en noir et le spectre fité là-dessus, en rouge, avec ce type de rugosité. Donc aujourd'hui, on a des multicouches avec des nouveaux matériaux qu'on maîtrise, l'aluminium, qui permettent de réfléchir jusqu'à 56% à 17 nanomètres et qui sont encore à plus de 42% à 30 nanomètres. Donc c'est a priori ces multicouches qui seront déposées sur la mission Solar Orbiter. Quelques perspectives pour conclure. On va continuer à travailler sur les impulsions ultra brèves dans le cadre d'un Equipex Atolab, qui nous paye d'ailleurs une grande partie de notre future salle blanche. On se lance dans un projet de réalisation d'un microscope X dans la fenêtre de l'eau, et on a Catherine Burklen qui commence une thèse chez nous le mois prochain là-dessus, dans le cadre aussi d'un Equipex Morphoscope. On a un projet, enfin on continue les projets de collaboration avec Soleil, notamment par l'acquisition d'une nouvelle machine de dépôt dédiée principalement aux optiques pour synchrotron. Et on espère poursuivre, sans doute dans un avenir un peu plus lointain, l'imagerie EUV, pour aller peut-être voir d'autres choses que le Soleil. Et ça, c'est ce que j'espère pouvoir vous montrer dans quelques années. C'est une vue d'artiste d'une exoplanète qui tourne autour de son Soleil. On verra. Voilà, pour finir, parce que je crois que j'ai débordé de mon temps, je voudrais remercier toutes les personnes sans qui tout ce travail ne pourrait pas se faire. Donc, je pense bien sûr à tous les services généraux de l'Institut d'optique. Et je voudrais remercier en particulier Pierre. Je profite qu'il y ait beaucoup de monde aujourd'hui. Je vous remercie d'être tous là. Et je voudrais remercier Pierre, parce que je pense que sans Pierre, l'activité optique XUV n'existerait plus aujourd'hui à l'Institut d'optique. Il a beaucoup œuvré pour que cette activité existe. Il nous a fait confiance et je le remercie beaucoup pour ça, parce qu'on prend beaucoup plaisir à s'amuser sur tous ces projets spatiaux et sur les autres. Merci. Donc bonjour. Alors
particulier dans l'équipe SPIM, donc je ne vais pas faire de présentation générale de l'équipe SPIM. Je vais juste quand même un peu parler des membres, puisque nous avons en même temps que moi recruté Mathieu Bofetti, et que l'équipe comporte donc Mathieu Bofetti, Hervé Seigneur, Henri-François Reynaud, comme permanent, moi-même, François Ludal qui en est le responsable, plus en fait Guillaume Anna qui est doctorant et qui va se faire très bientôt, et puis donc des postdocs. En fait, nous avons actuellement un postdoctorant, donc Yad Koziani, et puis il va y avoir en fait quelques arrivées que je ne maîtrise pas complètement, là je n'ai pas les noms en tête, donc voilà. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'optique adaptative pour l'astronomie avec des résultats très récents qui ont été obtenus en juillet de cette année. Donc c'est une collaboration de longue haleine, puisqu'en fait on collabore sur ce thème avec l'ONERA d'OTA haute résolution angulaire qui est à Châtillon, en particulier donc avec Jean-Marc Conan. Et dans le cadre de ces résultats-là, on collabore avec l'Observatoire de Paris-Maison-Mésia, l'Université de Durham en Grande-Bretagne, et puis plus globalement sur l'optique adaptative pour l'astronomie, également avec l'Optimeter Telescope aux États-Unis. Donc le principe de l'optique adaptative, on a un flux lumineux en provenance de l'infini. Le front d'onde correspondant est un front d'onde blanc. Quand à la traversée de l'atmosphère, le front d'onde se déforme. Quand il arrive en fait sur le télescope, il est déformé. Et si on ne fait rien, les images sont floues. Donc ça correspond à, quand on est par exemple au volant d'une voiture sur une route et qu'il fait chaud et qu'on regarde l'horizon, on voit l'image qui tremblote, c'est à cause de la turbulence. Et si on faisait une photo de ça avec un temps de pause un peu long, et bien les tremblements de l'image font que l'image serait floue. Donc c'est exactement ce qui se passe. Et pour contrer en fait les effets néfastes de l'atmosphère, on utilise un miroir déformable dont la surface vient compenser les déformations du front d'onde induites par la turbulence atmosphérique. Donc le front d'onde est corrigé par un miroir déformable. Dans un schéma classique, le front d'onde qu'on appelle résiduel est analysé par un analyseur de surface d'onde, et les mesures qui sont de cette analyse sont envoyées à un régulateur qui va piloter ce miroir déformable, et puis l'autre partie donc, du front d'onde résiduel, donc du flux, est envoyée sur une caméra qui est la caméra scientifique et qui permet de faire des images donc, à la limite, quasiment à la limite de diffraction. Alors, comment ça marche l'analyse du front d'onde? Donc ici, je vous présente le cas d'un analyseur de Chapman. Donc quand les petits spots, c'est un composant optique qui est composé de petites lentilles, quand les spots bougent, c'est qu'il y a de la turbulence, en gros. Hein. Donc l'image scientifique, ça donne ça. Ici, il y a une grosse turbulence. Et puis quand les spots ne bougent pas, c'est que en fait, tout est bien corrigé, bien asservi. Et là, cette image-là, une fois corrigée, produit ici cette étoile double qui a été obtenue sur le banc d'optique adaptative GLOA dans le cadre de la thèse de Thierry Petit en 2006. Alors, sur l'image scientifique, donc si on faisait une image instantanée, on obtiendrait ça, et puis comme la caméra scientifique intègre le flux pendant un certain temps, et bien l'image résultante serait floue si on ne faisait pas donc cette correction de déformation. Alors, on peut aller voir sur la Lune ce qui s'y passe. Est-ce qu'on va utiliser les chercheurs peut-être? Donc, sans correction, ici, par optique adaptative, c'est une image qui a été obtenue donc, par le système d'optique adaptative NAOS, qui est installé au Chili sur le VRT. Donc, un système d'optique adaptative qui a été conçu par l'ONERA, donc la même équipe, haute résolution angulaire, le laboratoire de l'Observatoire de Paris, le laboratoire d'astrophysique de Grenoble, et puis on veut apprécier, disons, l'amélioration de la résolution sur cette image. Alors, si on se place du point de vue de l'optomaticien, on va essayer de voir ça sous forme de schéma bloc. Les schémas blocs, c'est prépondérance en automatique. Donc, on va dire, bon, ben voilà, on a une phase turbulence. Cette phase, en fait, elle est corrigée par une phase de correction. La différence, ça va être la phase résiduelle. Cette phase résiduelle, on l'envoie sur un
capteur, un analyseur de surface d'onde, qui délivre des mesures qui sont des pentes, qui sont des mesures brutées. Ces pentes sont envoyées à un correcteur qui va délivrer une commande qui va être envoyée au miroir déformable et qu'elle va générer la surface qui permettra de corriger en fait la turbulence. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en fait dit finalement la qualité de l'image scientifique, c'est ce qui est important pour la régulation. Donc utilisons le même critère que le critère de qualité utilisé par les opticiens, qui est de minimiser la variance de cette phase résiduelle. Et puis ce qu'on a montré en fait, c'est qu'on pouvait calculer la meilleure commande possible pour le système, donc une commande optimale au sens de la variance minimale, en considérant, au lieu d'un critère à temps continu, qui était plus complexe en fait à optimiser, eh bien un critère à temps discret. Donc c'est sur cette base-là que en fait on a proposé des modélisations explicites des éléments du système. Donc, modéliser explicitement, ça veut dire décrire par des équations mathématiques le comportement de tous les éléments constitutifs de la vue. Les composants, donc le capteur, le miroir déformable, le correcteur, puisqu'il y a des retards, on a vu au temps de calcul, etc. Et puis, bien sûr, les perturbations. Comment peut-on décrire par des équations les perturbations? Comment peut-on décrire leur comportement aussi dans le temps? Pas simplement leur comportement spatial, statistique, ce qui était fait jusqu'à présent. Donc, pour modéliser ça, on utilise des représentations d'état stochastique. Donc ça, c'est la partie un peu hardcore de la présentation. Alors, pour faire simple, on a un modèle d'état qui décrit le comportement dynamique de tout le système. Ici, ça, c'est une équation matricielle qui décrit la turbulence, les perturbations, il peut y avoir des vibrations, etc. Ça, c'est une équation qui décrit les mesures. Avec ça, on construit un observateur optimal, c'est-à-dire qui va estimer l'état X et le prédire. Et dans l'état, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, on va mettre, par exemple, dans cet exemple ici, deux occurrences temporelles de la phase turbulente. Donc si on estime l'état, on estime la phase, et même on la prédit. Et en utilisant ces prédictions de phase, comme il y a des retards dans le système, eh bien, on peut montrer que la commande qui permet d'obtenir la meilleure correction sans variance minimale, c'est celle qui consiste à projeter cette phase future sur le miroir déformable. Donc, ce type de loi de commande a été expérimenté sur des bancs de laboratoire, des bancs qui sont à l'INERA, dans des configurations d'OA classiques, comme ça que je viens de vous montrer, dans des configurations aussi d'OA grand champ, mais il y a des enjeux actuellement sur les très grands télescopes. Donc les extrêmement grands télescopes sont des instruments qui sont très complexes, avec des miroirs primaires qui sont de l'ordre de la quarantaine de mètres, donc entre 30 et 40 mètres de diamètre, qui donc conduisent à des systèmes de très très grandes dimensions, et pour lesquels on demande plus de performance, par exemple, détection d'exoplanètes, ce qui demande des corrections extrêmement précises, ou alors augmentation de la couverture du ciel, ce qui demande d'aller faire des corrections sur des objets astro qui sont de magnitude très élevée, c'est-à-dire qui émettent très très faiblement. Donc nous là-dedans, sur quoi quels sont les sujets sur lesquels on travaille en particulier? C'est les problèmes de complexité calculatoire pour les voies de commande, et puis la modélisation, puisque je vous ai dit, on utilise des modèles, et ces modèles, il faut les renseigner. Donc ça, c'est assez difficile. Donc le problème, c'est de choisir les meilleurs modèles de turbulence. On veut des modèles qui ne soient quand même pas trop compliqués non plus, parce que sinon on n'arrive plus à calculer les commandes. Et puis il faut pouvoir identifier les paramètres. Donc tout ça, c'est pour aller bien sûr sur le ciel. Et ici, je vous présente donc le télescope sur lequel nous avons fait les premières expérimentations aux îles Canaries. C'est donc le télescope William Herschel. C'est une vraie photo, c'est pas un montage. Donc la première commande LQG sur le ciel, donc LQG pour linéaire quadratique au ciel, donc optimal, c'était en 2012, dans le cadre de la thèse de Gaëtan Sivo, qui est financée sur un projet ALR qui est le projet Chapassois, et qui a obtenu, donc, Gaetano, les premiers résultats en OA classique, donc OA standard. Donc ici, la commande standard à action intégrale qui est utilisée par la plupart des systèmes actuels, avec un rapport de Strel de 66%. Donc le rapport de Strel, c'est un indicateur de la qualité d'image. Plus il est élevé, meilleure est la qualité, et s'il est plus faible, ça veut dire que
nous avons implémenté sur le système. Le rapport de Strel a gagné 10 points, ce qui est beaucoup. Donc c'était une belle démonstration en fait de l'apport de ces complexités supplémentaires, parce que c'est quand même plus complexe évidemment que un simple intégrateur. Ces résultats-là ont été obtenus donc, sur Canary. Canary, c'est un démonstrateur qui est fait pour démontrer un certain concept optique que je vais vous présenter tout à l'heure, enfin juste maintenant, d'optique adaptative qu'on appelle multi-objet. C'est un projet européen qui est guidé par, qui est dirigé par Richard Meyer de l'Université de Durham et Gérard Pousset de l'Observatoire Paris-Mauritania, et qui donc vise à démontrer un concept dans la perspective des ELT, c'est-à-dire de dire, ben voilà, ce concept-là, finalement, il est fiable, et pour les ELT, c'est jouable. Alors, pour pouvoir simplement vous faire comprendre le résultat que je vais vous montrer tout à l'heure, qu'est-ce que le champ d'observation et comment, en fait, ce champ d'observation est défini en optique adaptative classique. Donc, on a un objet d'intérêt, ou une étoile, donc, et on analyse la turbulence en regardant cette étoile brillante. Et donc on a un analyseur de surface d'onde, on fait des mesures, on corrige, on envoie ça au miroir de Fermat, et finalement on voit que ce qu'on corrige, là, ce qui est ici dans la couche osseuse matérialisée là, c'est l'entrée du télescope, ce qu'on corrige c'est la turbulence correspondant à ce cylindre, donc dans une direction particulière. Alors le problème évidemment c'est que eh bien, la turbulence on la corrige pour cette direction-là, et donc le champ de vue correspondant est limité. C'est-à-dire que si en fait on a un objet qui est situé ici, la turbulence ne sera pas la même que pour un objet qui est là. Et le champ de vue du coup en optique adaptative classique est limité autour de l'étoile qui a servi à faire l'analyse. Alors si on regarde ce qui se passe en optique adaptative multi-objet, on utilise plusieurs analyseurs. Donc là je vais vous parler spécifiquement du cas de l'optique adaptative multi-objet. Parce qu'il y a plein d'autres concepts d'optique adaptative grand champ. Donc on a une étoile naturelle dans une certaine direction, on rajoute des étoiles laser, parce qu'en général on n'a souvent pas assez d'étoiles naturelles pour faire les analyses de l'atmosphère. Donc on rajoute une étoile laser dans une autre direction, et on est intéressé par un objet d'intérêt qui est situé dans encore une autre direction. Et dans la direction de cet objet d'intérêt, on n'a pas de mesure. Pourquoi on n'a pas de mesure? Parce qu'en fait, la lumière qu'il émet est trop faible, on ne peut pas faire de mesure là-dessus. Donc on va utiliser les mesures dans deux directions différentes, ici dans cet exemple, pour faire une correction, ici, dans la direction de l'objet d'intérêt. Donc ça, c'est le laser du télescope William Herschel qui sert en fait à faire 4 étoiles laser dans le ciel. C'est un laser collé, et c'est ce que nous avons donc utilisé. La première démonstration du concept optique NOAO, sans laser, avec simplement des étoiles naturelles, déjà pas mal, a été faite par Mathieu Granger et l'équipe Canary, Mathieu Granger donc de l'Observatoire de Paris-Maison, et c'était en 2010. Donc les résultats de juillet 2013 sont les suivants. Donc là je vous montre ici, alors les points sont des résultats ciels. Donc, ici vous avez la commande optimale en OA classique. Donc là on a une seule analyse et on corrige dans la même direction. Donc c'est évidemment là où on a les meilleures performances. Ici vous avez, plus on va vers la droite ici sur le graphe, moins la turbulence est forte. Donc ça veut dire qu'on a moins de turbulence quand on va par là, on a plus de turbulence quand on va par là. Donc quand on a plus de turbulence, les résultats sont moins bons, quand on a moins de turbulence, les résultats sont meilleurs. Et puis vous avez ici, en donné, le rapport de Strel. Donc plus il est élevé, meilleur est la qualité de l'image. Donc en OA classique, où on mesure et on corrige dans la même direction, c'est là on a les meilleurs résultats. Et puis on a comparé en fait ce qu'on obtenait pour une loi de commande optimale dans le cas multi-objet en utilisant 4 étoiles laser et 3 étoiles naturelles. On a comparé nos résultats avec ce qui était fait dans le cas grand champ actuellement. Actuellement, le correcteur qui est utilisé, c'est un correcteur moins concurrent régularisé. Et donc, nous avons obtenu ces résultats-là qui sont, qui sont tout nouveaux. On n'a même pas encore découvert toutes ces données. On était assez contents pour les résultats. Donc, les perspectives, ici évidemment dans le cadre de ce projet Canary, c'est qu'il y a des nouveaux concepts d'optique adaptative qui vont être testés l'année prochaine et l'année d'après, en particulier le concept de laser photographique ou adaptive optique, qui est encore un autre concept pour faire de l'eau à grand champ.
Nous, on travaille là-dedans beaucoup sur les modèles de perturbation, comment modéliser la turbulence, comment modéliser les vibrations, comment modéliser le fait qu'il y a 10 ans, et que ça fait en fait des télescopes, et ça fait des aberrations de fréquence, etc. Donc là-dedans, on conçoit, en fait, on essaye en tout cas de concevoir des nouvelles lois de commande qui sont à la fois implémentables, qui sont pas très difficiles quand même à façonner en temps réel, et puis qui donnent des bonnes performances. Et ça, c'est fait en collaboration principale toujours avec le général, donc auprès du champ d'hiver, et en particulier donc, avec son instrument. Et donc, ça sera la suite de la thèse de Gaetano Silvo qui se tient en décembre. On travaille sur les grandes dimensions pour les UFT avec le PLC, et là-dessus, en fait, on continue pour essayer de trouver à la fois quelque chose qui permette de traiter des dimensions vraiment énormes, mais avec des temps de calcul raisonnables, tout en donnant de bonnes performances. Pour l'instant, on a réussi à montrer qu'on pouvait faire des choses un peu mieux, mais ça reste quand même encore, disons, il y a encore du travail à faire pour réellement plonger ça dans un contexte encore plus réaliste que ce que nous avons existé jusqu'à présent. Et puis, bien sûr, on fait que dans nos perspectives, ce qu'on fait et puis qu'on va faire, il y a l'imagerie quotidienne sur laquelle on travaille dans le cadre d'un projet ANR et pour laquelle on essaye de développer encore plus avant les problèmes justement particuliers que pose l'imagerie quotidienne, puisque l'œil bouge. Donc c'est comme si on essayait d'observer une étoile, il ne faut pas bouger, c'est un peu particulier. Donc l'œil bouge et donc il y a des problèmes spécifiques de modélisation et de commandes qui se posent dans ce contexte. Voilà, je vous remercie. Des questions, comme d'hab? Nous avons fait les résultats de juillet là, avec le multi-objet. Ouais. Tu peux nous dire parce que tu nous as expliqué qu'avec le multi-objet, vous étiez capable d'avoir une bonne résolution sur une ouverture beaucoup plus grande. Alors, avec le multi-objet, ce qu'on peut faire, c'est d'aller observer un objet qui est éloigné, en fait, des étoiles guidées. Donc, éloigné des directions d'analyse. Mais donc, du coup, la correction ne se fait pas globalement sur l'ensemble du champ. Elle se fait dans la direction de l'objet d'intérêt. Et si on veut observer, par exemple pour les gens qui font de la photométrie, plusieurs objets qui sont éloignés dans le champ, on va utiliser autant de miroirs déformables qu'on a d'objets d'intérêt. C'est ça le multi-objet. Et c'est différent de l'optique adaptative multiconjuguée, où là en fait on utilise aussi plusieurs miroirs déformables, mais qu'on conjugue à des altitudes différentes pour pouvoir faire une correction qui est optimisée mais dans tout le champ. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien entendu. Alors, le champ d'observation, c'est le même, sauf que, en fait, c'est pas le champ de correction, c'est le même, mais du coup, le champ d'observation lui-même, lui, il peut être beaucoup plus grand, en fait, que dans ce cas-là. Parce que si j'ai essayé d'aller voir un objet qui est situé trop loin de... Voilà. Ben là, on serait... Il y a une question pour... D'accord. Juste une question. Et en quoi en fait, de toute façon, tu crées plusieurs étoiles laser. Et pourquoi tu les crées? En quoi ça change, par exemple, de créer chaque étoile laser à côté de l'objet que tu veux regarder? Donc, du coup, ça ne sera pas vraiment multi-objet. Est-ce que cette technique augmente la résolution, la qualité de l'image par rapport au fait de créer à côté de l'objet une étoile laser? Alors, les étoiles laser, pour des raisons, disons, techniques, en général, sont tirées assez souvent. Donc, il y a deux configurations, disons, principales. Soit on les tire depuis le centre de la pupille, soit au bord. Alors, après, ce qu'on essaye de faire, c'est que quand on est intéressé dans un objet, on s'intéresse à un objet particulier, on essaye de mettre des étoiles en fait très près de l'objet qui nous intéresse. Mais c'est ça la MOAO, c'est-à-dire que la MOAO, c'est de dire si j'ai plusieurs objets,
je vais pouvoir en fait les observer simultanément. Donc on imagine bien que si on avait par exemple 4 objets, à la limite on pourrait essayer de tirer des lasers à peu près dans les directions qui nous intéressent, mais ce n'est pas forcément évident. Et donc la plupart du temps ce qui se passe, c'est qu'on essaye de positionner finalement le champ d'observation de manière pas trop stupide par rapport à la configuration d'étoiles qu'on a réussi à faire avec le laser. Le plus proche étant le mieux, parce que du coup, en fait, si on a une mesure qui est proche de la direction d'observation, c'est mieux. Maintenant, bon là par exemple c'est des lasers relais. Les lasers relais, c'est l'altitude du laser ici, elle était à 21,5 km. Donc c'est pas non plus 90 km comme les lasers sodium. Et donc il y a quand même toute une partie en fait de la turbulence atmosphérique qui n'est pas mesurée ici par ces lasers. Alors il se trouve aux îles Canaries, les profils turbulents, c'est à peu près les couches les plus hautes sont aux alentours, disons, de 10 km par là. Et donc on n'était pas trop gênés, mais bon, c'est quelque chose qui, par exemple, sur le système de Gemini au Chili, où ils ont aussi des lasers, eux, ils ont un laser sodium et du coup, ils peuvent vraiment faire une analyse de toute la turbulence. Bon, pour ne pas trop déborder, on peut autoriser une question pour l'XUV. Il n'y a pas? Moi, j'en ai une, en fait. Ah bah. À l'intérieur du groupe. Ouais, en fait, j'en ai une question pour XUV, c'est par rapport à la résolution qui est obtenue par les systèmes d'optique adaptative solaire, parce que nous, en fait, on a rencontré pas mal de gens qui font ça, où ils sont capables, en fait, de voir ce qui se passe de façon très précise à la surface du Soleil, dynamiquement, donc avec des films qui montrent justement les éruptions, etc. Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est, en fait, en compétition, quoi? Il est où, Franck? Ce qui va être utilisé en observation visible, c'est des coronographes où on va aller regarder l'évolution des protubérances plus loin du Soleil. Donc sur les sondes comme Stéréo par exemple, il y a des films combinés où tu vois donc en XUV vraiment la couronne, c'est-à-dire le Soleil lui-même, un premier coronographe qui va regarder un peu plus loin ce qui se passe dans le visible, un deuxième coronographe qui va encore aller plus loin, et éventuellement un imageur héliosphérique derrière qui va regarder une bonne partie de l'univers. Mais sur le seul moyen d'aller voir vraiment les protubérances, ces protubérances qu'on voit, c'est un plasma chaud qui est à l'ordre du million de Kelvin, c'est de regarder dans l'XUV parce que c'est là où il émet. Merci. La parole est à Patrick pour finir avec la dernière présentation avant le déjeuner. Ok, merci. Donc moi je vais vous présenter les activités du groupe Laser. Enfin, je vais juste faire l'intro, après je passe la parole aux jeunes. Donc en fait on est actuellement une vingtaine de personnes, entre 6 permanents, 4 non permanents et 7 thésards actuels. Et on en a 3 étudiants en master qui vont arriver en thèse, qui continuent leur stage de master. C'est pour ça que je vous ai mis 20, mais ça change tous les mois. Alors notre activité se tourne autour des lasers solides pompés par diode. Donc on a une activité qui consiste à étudier des nouveaux matériaux en liaison avec nos collègues chimistes, soit des nouveaux matériaux, et nous on regarde aussi pas mal les géométries qu'on pourrait optimiser pour améliorer les performances. Alors les milieux amplificateurs sont soit des fibres, soit des cristaux, soit des milieux à semi-conducteurs, pour faire des lasers de puissance, ou alors pour faire des lasers de très grande pureté spectrale, et on vous en parlera en détail un peu plus. Une autre activité dans le groupe tourne autour des impulsions ultra courtes, donc toujours autour de la génération d'impulsions ultra courtes, la mise en phase cohérente d'amplificateurs, ça on vous en parlera aussi. Et on a une activité depuis quelques années sur des impulsions ultra courtes, pour reprendre le terme de Vincent. Donc ils ne sont pas froids, mais ils sont très courts. Et donc qui dit court dit quelques cycles optiques. Et il y a des spécificités très intéressantes, c'est dans le cadre et on vous en parlera aussi. Et évidemment, associé au laser, on a beaucoup d'effets non linéaires, et ces effets non linéaires servent en fait à élargir les performances des lasers en couvrant d'autres domaines spectraux qui ne sont pas accessibles directement par les lasers. Donc en fait, l'association de l'optique non linéaire et des lasers permet en fait d'aller dans l'UV, dans l'infrarouge,
en trouvant des nouveaux cristaux ou alors en développant des nouvelles géométries d'accords de phase, enfin des nouvelles géométries. Et donc on vous parlera uniquement de ces trois thèmes. Et alors, mais juste avant ça, je voudrais vous parler d'une spécificité qu'on a dans le groupe laser, c'est d'avoir de très fortes collaborations avec des industriels. Là, je vous ai listé tous les industriels avec qui on a travaillé dans le cadre de contrats durant ces quelques années. Et particulièrement, 2 d'entre eux sont plus proches. Donc il y a, par exemple, on a créé 2 structures de laboratoire communs. L'une avec Amplitude System, et le principe, c'est d'avoir un ingénieur de chez eux qui travaille chez nous. Il y a des thèses qui ont été soutenues et d'autres qui sont en cours. Actuellement, on a 2 thèses en cours. Et l'idée, c'est de ressourcer en fait les recherches et la R&D d'Amplitude et de la nôtre autour des thèmes des amplificateurs à laser femtosecondes. Alors, ça donne des articles, des contrats, des brevets, enfin, tout le continuum et des produits à la fin. Donc ça, c'est avec Amplitude. Et l'autre activité se fait avec la société Fibertree, qui est beaucoup plus petite. Il y a aussi un ingénieur qui travaille chez nous, c'est un ancien thésard qui est resté. Il y a eu plusieurs thèses soutenues, actuellement on en a une, plus une suivante qui va arriver. Et là, en fait, c'est encore plus spécifique parce que en fait, le produit vendu par Fibertree, qui est un module d'amplificateur avec une fibre au milieu qu'on voit ici, avec des spécificités bien précises, en fait, a été entièrement développé au laboratoire depuis environ 7 à 8 ans. Et dans le cadre de ces différentes thèses, donc on a 3 brevets ensemble, et eux commencent à vendre ce système, et nous, on continue à l'utiliser dans le cadre de contrats. Il y a un contrat européen qui va commencer là-dessus. Voilà, donc ça, je pense que c'était une spécificité qu'on voulait vous présenter. Le partenariat entre un industriel et le groupe est très intéressant parce qu'en fait, chacun est gagnant de ce type de collaboration. Voilà, alors maintenant je vais passer la parole à Gaël qui va vous présenter quelques résultats sur les lasers semi-conducteurs. Alors, sur les lasers à semi-conducteurs pompés optiquement, on a plusieurs activités depuis presque 10 ans maintenant, mais celle dont je vais parler, c'est des lasers à semi-conducteurs pompés optiquement, bifréquence. Et donc je vais juste commencer par situer le contexte. Alors on travaille là-dessus depuis déjà pas mal de temps avec l'Observatoire de Paris, et le but c'est de développer une horloge atomique miniature. Alors quand on dit miniature, ça veut dire que toute l'horloge doit tenir dans une boîte à chaussures, et pas des bottes, des petites chaussures, donc des escarpins. Et le concept utilisé, je ne vais pas détailler trop, mais l'idée c'est d'avoir un faisceau laser résonnant avec une transition atomique, donc en l'occurrence c'est l'atome de césium, et en fait ce faisceau laser doit intégrer 2 fréquences différentes qui sont accordées à partir chacune d'un niveau différent de l'état fondamental du césium, sachant que la transition d'horloge, en fait, elle est entre ces 2 niveaux. Et donc, ce qu'on peut montrer, c'est que lorsque les 2 faisceaux sont exactement accordés sur les transitions ici, donc du bas vers ici et de là vers là, eh bien, on fait apparaître une résonance très très fine qui sert de référence du signal d'horloge. Donc c'est une référence de fréquence très précise. Et donc l'idée c'est d'essayer de faire une interrogation en fait micro-ondes. Ça c'est une interrogation dans le domaine micro-ondes. Au lieu de le faire avec une cavité micro-ondes, c'est de le faire avec une porteuse optique en fait. Donc c'est une interrogation micro-ondes sur porteuse optique. Alors nous ce qui nous intéresse là-dedans c'est ce qu'on a besoin quelles sont les contraintes, le cahier des charges sur la source laser. Donc en fait elles sont synthétisées ici. En gros on veut un unique faisceau avec 2 fréquences qui sont évidemment cohérentes entre elles, qui sont avec une faible largeur spectrale, qui sont accordables autour du césium et accordables avec une différence de fréquence accordable autour de 9 GHz. Et il faut que la source soit petite parce qu'il ne faut pas qu'elle prenne plus du quart de la boîte à chaussures, quoi. Voilà. Et puis, en plus, nos collègues de l'Observatoire travaillent dans une configuration où chaque fréquence doit être associée à une polarisation différente. Alors ça nous a conduit à développer un laser à semi-conducteur pompé optiquement qui sera bifréquence et bipolarisation. C'est ça dont je vais parler tout de suite. Alors, il y a plusieurs mots-clés. En fait, il y a laser à semi-conducteur pompé optiquement. Et je vais commencer par vous dire ce que c'est, et puis ensuite comment on fait en sorte pour que ce soit bifréquence et bipolarisation. Alors,
un laser à semi-conducteur pompé optiquement, c'est un laser, c'est-à-dire que c'est un milieu actif dans une cavité constituée de 2 miroirs. Alors le point clé, c'est le milieu actif ici, qui est la structure semi-conductrice, et qui est constituée par des couches de semi-conducteurs. Je ne vais pas détailler, mais l'intérêt d'utiliser des matériaux semi-conducteurs, c'est qu'on fait la structure de couches dont on a besoin pour faire le laser que l'on veut. Donc on veut avoir un miroir qui réfléchit beaucoup, donc on met des couches qui réfléchissent beaucoup, et puis on veut avoir des photons émis à 850 nanomètres, donc on choisit les matériaux pour que ce soit le cas, et on veut absorber dans le rouge, et on choisit les matériaux pour que ce soit le cas. Et donc ça marche. Et en plus, c'est tout petit, c'est facile à manipuler, et c'est fait au laboratoire de photonique et nanostructure, donc chez nos voisins. Alors on met ça dans une cavité, c'est-à-dire qu'il y a un miroir qui est intégré à la structure, un autre miroir dedans. Et donc ça, c'est un laser à semi-conducteur pompé optiquement. Et pour qu'il soit bifréquence et bipolarisation, pour un opticien, ça fait tilt. On va utiliser la biréfringence, et donc on va mettre plusieurs composants biréfringents qui vont changer la différence le chemin optique dans la cavité pour chacune des 2 polarisations. Et donc en fait, de cette façon, on va finalement assez facilement en principe et un peu plus difficilement expérimentalement avoir pour chaque polarisation une fréquence différente. Et bien avec un composant électro-optique qui est simplement un matériau dont la biréfringence est contrôlée par la température et par la tension qu'on applique dessus, on va avoir cette différence de fréquence qui sera accordable. Et puis en déplaçant le miroir, on pourra accorder chacune des 2 fréquences. Donc dans l'idée, ce qu'on va avoir, c'est un spectre avec 2 raies, chacune associée à une polarisation, donc extraordinaire ou ordinaire, avec une différence entre les deux qui sera, si on a bien travaillé, inférieure à l'intervalle spectral libre, donc à l'écart entre deux, et qui sera pour nous autour de 9 gigas. Alors expérimentalement, jusqu'ici ça marche, puisqu'on a effectivement, quand on fait un spectre de notre laser, on observe autour de 852 nanomètres, en rouge ici la polarisation extraordinaire, en vert la polarisation ordinaire, et en fait on observe bien les deux en même temps, et c'est quelque chose qu'on peut accorder. Et donc ça a été fait avec Thales, en collaboration avec Aimé Coton dans le cas du NINER, et c'était la première démonstration d'une émission bifréquence et bipolarisation sur ce principe d'un laser Vexel, qui a été faite à 1 micron à Thales, et chez nous à 850 nanomètres. Alors pour avoir une idée de à quoi ça ressemble, voilà, ça c'est l'intérieur du laser. Alors entre là et là, il y a 10 mm. Donc là-dedans, on a le cristal électro-optique, la lame biréfringente, un étalon, le miroir. Et donc tout ça, ça a été fait avec Jessica, Fabiola, et puis la contribution d'Irina et de Sylvie, et puis Paul qui arrive. Donc ça marche, mais tel quel, le laser n'est pas encore assez stable. Et donc, en fait, ce qu'il nous faut faire, ce sur quoi on travaille et qui est en train de se poursuivre, c'est la stabilisation du laser. Alors, stabiliser le laser, c'est avoir, d'une part, une fréquence stabilisée sur une transition d'absorption saturée et la différence de fréquence stabilisée pour être à 9 GHz. Et donc là, ces 2 boucles d'asservissement doivent fonctionner en parallèle et de manière non destructive, hein. Il ne faut pas que l'une perturbe l'autre. Et donc, juste pour vous montrer une idée de ce que ça donne. Donc ici, en fait, on fait la mesure du battement entre les 2 fréquences. Et donc, ce qu'on observe, c'est bien un battement autour de 9 gigas accordable. En noir, ici, le spectre du battement du laser seul, non asservi. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a déjà quelque chose. Donc, ça veut dire les 2 fréquences... avec une largeur en fait qui est inférieure à la largeur de chacune des 2 raies prises séparément. Donc il y a déjà une certaine cohérence, mais grâce à l'asservissement sur la tension de l'électro-optique ici, donc l'asservissement, la différence de fréquence sur une référence, eh bien, on arrive à avoir un spectre de battement qui est extrêmement fin, dont la résolution en fait, de 30 Hz est ici simplement limitée par l'analyseur de spectre RF, donc qui montre en fait 2 raies qui sont extrêmement cohérentes. Et donc ça, c'est une autre façon de présenter ça, c'est le spectre de bruit de phase, qui montre un spectre de bruit de phase jusqu'à 1 MHz qui est très très plat. Donc ça, c'est quand c'est pas asservi, il y a plein de bruit, et quand c'est asservi, c'est très plat et c'est très bien. Et donc on est en train de continuer les caractérisations de la source en termes de bruit d'intensité en particulier.
mais nos collègues horlogers du CIRT ont fait des calculs savants, je ne serais pas capable de les expliquer, mais qui montrent qu'a priori, on s'attend à avoir une stabilité d'horloge déjà très bonne, en fait, de 3,10-13 sur une seconde, donc une stabilité relative qui est déjà du même ordre que ce qu'ils savent faire aujourd'hui au labo, donc dans leur labo, qui montrerait l'intérêt d'utiliser cette source qui serait plus compacte. Donc il reste encore pas mal de choses à faire pour que ce soit possible. Fiabiliser le laser, faire en sorte qu'on arrive à ce que les performances soient reproductibles, parce qu'aujourd'hui le laser vit un peu sa vie tout seul, donc il y a des jours où tous les asservissements marchent bien et il y a des jours où la structure meurt. Mais c'est le travail des prochaines années de la thèse de Paul Dumont. Voilà. Donc je vais passer... la parole à Marc pour vous convaincre. Il va essayer de vous convaincre qu'on peut faire des trucs aussi avec des lasers qui ne sont pas à semi-con. Bien, bonjour. Donc moi je vais vous parler de combinaison cohérente de laser femtoseconde. Alors le contexte général de cette histoire-là, c'est la montée en puissance. Alors les gens veulent toujours plus de puissance des lasers pour faire différentes choses selon qu'on s'adresse à des industriels ou à des scientifiques, mais en règle générale, c'est jamais un problème d'avoir plus de puissance. Alors, les limitations en puissance des lasers, il y en a deux sortes. Là, je vais essayer d'expliquer très rapidement ces deux types de limitations. Il y a une première limitation qui est la puissance moyenne du laser. Donc là, principalement, ce qui intervient au niveau de la physique, ce sont les effets thermiques. Minimiser le dépôt de chaleur dans le milieu à gain et puis l'évacuer correctement, ce dépôt. Et les lasers qui permettent d'émettre les puissances les plus importantes à l'heure actuelle, ce sont des lasers solides pompés par diode. Et les puissances qu'on a à l'heure actuelle sont de l'ordre de 10 kW, donc la puissance moyenne disponible. Lorsqu'on parle de laser impulsionnel, il y a une autre limitation qui est sur la puissance crête et qui fait intervenir des effets qui sont très différents. Là, on est plutôt limité plus tellement par les effets thermiques, mais par les effets de dommage, les effets non linéaires, et puis la capacité à concentrer beaucoup d'énergie dans une durée très faible. Et alors, technologiquement, les lasers qui sont utilisés pour émettre de très fortes puissances moyennes, là, ce sont plutôt des lasers titane-saphir, et donc la puissance crête à l'heure actuelle qu'on arrive à générer, c'est de l'ordre du pétawatt. Et ça, Frédéric vous en parlera mieux que moi juste après. Mais vous voyez que ce sont deux types de lasers qui sont très très différents. Et en fait, de plus en plus, ce que les gens cherchent, c'est de faire les deux en même temps. C'est-à-dire de la puissance moyenne et de la puissance crête. Et malheureusement, là, les technologies sont complètement incompatibles. Donc comment faire pour avoir plus de puissance ou pour combiner puissance moyenne et puissance crête? Il y a une idée très très simple, c'est qu'une fois qu'on a atteint les limites d'une technologie, on ne réfléchit pas beaucoup, on utilise plusieurs amplificateurs, les mêmes. Et là, le jeu et la difficulté va être de combiner les faisceaux issus de ces différents amplificateurs. Vous savez tous que probablement qu'on peut le faire, à condition de maîtriser la phase optique de chacun des faisceaux. Donc ça s'appelle un interféromètre, c'est pas très compliqué. C'est d'utiliser déjà à l'heure actuelle pour réaliser des sources de très forte puissance moyenne. Donc le record actuel en laser solide pompé par diode, c'est 100 kW, donc c'est 10 fois plus que ce qu'on peut faire avec un seul laser, et ça a effectivement été réalisé en combinant de façon cohérente plusieurs lasers continus. Et la question et le sujet sur lequel on a travaillé là, pendant ces quelques dernières années, c'est est-ce qu'on arrive à faire la même chose, mais avec des lasers qui émettent des impulsions courtes, donc des lasers femtosecondes. Alors la grosse différence, c'est celle-là. Lorsqu'on a un laser continu, il suffit d'asservir la phase optique d'un des amplificateurs sur l'autre, et puis on réalise comme ça des interférences constructives. Et la différence lorsqu'on va utiliser des lasers à impulsion courte, c'est qu'on a des impulsions courtes, on n'a plus juste une onde cohérente comme ça, quasi monochromatique. Donc on va avoir un spectre plus large. Donc évidemment, il faut toujours respecter cette condition. Ce qu'on appelle la phase de la porteuse doit être asservie d'un bras sur l'autre de l'interféromètre, mais il faut évidemment aussi que les impulsions arrivent sur l'élément qui combine simultanément. Ça, on peut aussi le dire d'une autre façon dans le domaine spectral. On peut dire que
voilà, si on développe la phase spectrale ici, il faut que le premier ordre de phase spectrale soit le même pour les deux bras. Bon, c'est plus compliqué de le dire comme ça, mais ça nous aide parce que c'est aussi plus général. Il faut aussi que les impulsions aient la même forme lorsqu'on les combine. Et ça, c'est équivalent à dire dans le domaine spectral que les ordres supérieurs là sont les mêmes. Donc en fait, la différence entre un laser femtoseconde et un laser continu, c'est le fait que cette condition, cet asservissement sur la phase là, il doit être réalisé sur tout le spectre au lieu d'être réalisé sur une seule fréquence du spectre. Alors on l'a fait en pratique, donc lors de la thèse de Louis Dagneau. Et cette expérience-là est le résultat d'une collaboration donc avec Amplitude System, comme Patrick l'a dit au départ, et aussi avec l'ONERA qui possède un savoir-faire dans la réalisation de sources continues par combinaison cohérente. Donc en fait c'est vraiment très simple, c'est un oscillateur qu'on va essayer d'amplifier. Comme je l'ai dit, donc il y a deux amplificateurs, deux bras de l'interféromètre, et la seule différence qu'il y a avec le régime continu, c'est que au lieu d'asservir uniquement la phase phi 0, on fait attention à ce que les retards introduits dans chacun des bras et les dispersions de vitesse de groupe introduites dans chacun des bras soient exactement les mêmes. Et en fait, il n'y a même pas besoin d'asservissement, c'est-à-dire que ces quantités-là, le retard et la dispersion de vitesse de groupe ne fluctuent pas assez pour qu'on ait besoin de les asservir. Donc c'est vraiment relativement simple comme expérience par rapport à une expérience classique de combinaison cohérente. Donc la différence également, c'est que l'architecture de l'amplificateur est un peu plus compliquée. On étire les impulsions et on les comprime pour ne pas casser les amplificateurs. Et donc ça, le résultat, c'est que ça marche comme pour les lasers continus. On arrive donc à récupérer un seul faisceau à la sortie de ces deux amplificateurs qui contient 92% de la puissance totale émise par les deux amplificateurs. Et alors le point très important aussi, c'est qu'évidemment, ce faisceau, il faut qu'il ait exactement les mêmes propriétés que chacun des faisceaux uniques. Et c'est le cas. Donc vous voyez ici l'autocorrélation. Donc dans le domaine temporel, on a bien des impulsions qui sont à peu près les mêmes que celles qui sont émises par chacun des amplificateurs. Et puis le spectre, c'est pareil. On a comme ça des spectres, un spectre final recombiné qui est très similaire à chacun des spectres. C'est vrai aussi dans le domaine spatial. Donc on a vraiment maîtrisé la phase relative entre chacune des composantes spectrales, et aussi spatialement, il faut que toutes les fronts d'onde se superposent parfaitement pour réussir à avoir une très bonne efficacité comme ça. Donc ça, c'est un résultat qu'on a obtenu en 2011, c'était en fait une des premières démonstrations de combinaison cohérente de laser femtoseconde. Donc ça, pour revenir à ce qu'on fait, enfin, j'aimerais vous décrire maintenant quelque chose qu'on a fait un peu plus récemment. Donc je repars de ce schéma-là, de combinaison cohérente, et on va pouvoir jouer au jeu des 7 différences. Hop, on change juste quelques petites choses. Donc je refais. Ici, là, on a 200 femtosecondes. Donc voilà, ça change. On prend un oscillateur plus court. Et puis, vous voyez que les éléments là qu'on utilise pour séparer et recombiner le faisceau, donc auparavant, c'était juste des lames séparatrices. Maintenant, ce sont des miroirs dichroïques. Donc en fait, là, on va un petit peu plus s'amuser avec le contenu spectral des impulsions. Donc une impulsion qui est plus courte, ça veut dire que son spectre est plus large. Et puis ici, un miroir dichroïque, ça veut dire qu'en fait, on va envoyer une partie du spectre dans un des bras, une autre partie du spectre dans l'autre bras, et puis comme ça, on va resynthétiser l'impulsion. Si on réussit à maîtriser la phase relative entre les deux parties du spectre, ici, on va recoller les morceaux du spectre ensemble et refabriquer l'impulsion qui aura été amplifiée. Alors ça, on le fait pour diverses raisons, mais en particulier, ça permet de conserver le spectre lors de l'amplification, ce qui n'est pas simple. Et là encore, Frédéric peut-être en parlera un petit peu plus après. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Comme le spectre est étiré, donc on a dans le domaine temporel une impulsion avec une dérive de fréquence. On envoie la partie gauche dans un bras, la partie droite dans l'autre bras, on amplifie. Et alors l'asservissement, là, il faut quand même bien qu'il fasse des interférences. Donc lui, on le fait marcher sur la partie qui est un peu commune aux deux bras. C'est-à-dire qu'on fait des interférences entre, à la longueur d'onde jaune, là, et puis on se sert de ce battement pour asservir la phase. Et ça, c'est fait donc dans le contexte de la thèse de Florent Guichard, qui a commencé il y a un peu moins d'1 an. Et on voit qu'on arrive, comme ça, à rassembler ces deux spectres-là, le bleu et le rouge, à recréer le spectre
totale de l'impulsion, et à faire déjà générer des impulsions dont la durée n'était pas accessible auparavant avec ce type d'amplificateur. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous permet de maîtriser les propriétés spectrales des impulsions et de générer des impulsions plus courtes. Voilà, alors là j'ai un petit transparent fourre-tout pour terminer, pour vous décrire un peu quand même ce qu'on fait dans le cadre de la combinaison cohérente de manière un peu plus exhaustive. Alors on regarde les aspects collectifs, donc 2 c'est bien, hein, 2 amplificateurs, mais en fait le but c'est quand même d'en mettre plein pour faire beaucoup de puissance. Donc ça, on regarde ça dans le cadre d'un projet européen. On combine d'autres objets, on combine avec Gaël des diodes laser, parce que je ne suis pas complètement réfractaire aux diodes. Des fibres multicœurs, donc combiner les faisceaux qui sortent de différents cœurs d'un même objet. Et des amplificateurs massifs, dans le cadre du projet Apollon. On peut combiner aussi des impulsions, en fait empiler des impulsions au sein d'une cavité. Donc, bon, je ne vais pas trop en parler, mais c'est aussi un autre aspect de ce thème de combinaison cohérente d'impulsions. Et puis réaliser la même chose, mais sans asservissement. Alors ça, c'est encore mieux, parce que si on peut se passer d'électronique sophistiquée, c'est toujours bien. Donc on a comme ça développé, en particulier dans le cadre de la collaboration avec Amplitude System, des schémas dans lesquels on arrive à additionner ces impulsions femtosecondes de façon cohérente, sans asservissement, en utilisant d'autres types d'interféromètres. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai déjà été trop long. Bonjour, alors je vois qu'il me reste pas mal de temps, hein. On n'a pas du tout débordé sur le planning, donc tout va bien. Donc moi je vais vous parler donc, de ce que fait l'équipe dans le projet laser Apollon 10 pétawatts. Alors déjà mettre un petit peu qui est derrière le laser Apollon 10 pétawatts. Donc en fait c'est un regroupement donc, notamment de plusieurs laboratoires du plateau de Saclay qui font des lasers, donc le Lully à côté, le LOA aussi à côté, nous, et le CEA, le Keramis, qui n'est pas très loin non plus. Donc tout ça c'est financé donc, par plein de gens bien sympathiques. Mais ce n'est pas le sujet. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'un laser 10 pétawatts? Alors, 10 pétawatts, il doit y avoir un truc, comme on fait 10 millions de centrales nucléaires en puissance. Alors, l'idée, elle est simple, hein, c'est juste, en fait, on fait ça sur un temps très très court. Donc, toutes les complexités, c'est de mettre, en fait, un petit peu d'énergie, hein, c'est pas énorme, hein, 150 joules, c'est même pas un expresso, hein, pour faire chauffer, mais dans une durée très très courte, pour avoir donc une puissance crête très intense. Et donc ça correspond donc à des impulsions qu'on pourrait appeler ultra courtes, hein, parce que c'est un nouveau mot à la mode là, donc qui ont en fait que quelques cycles optiques. Alors qui dit quelques cycles optiques dit aussi des spectres extrêmement larges, donc pas forcément facile à gérer non plus. Alors pourquoi faire? Alors je ne vais pas détailler parce que c'est pas vraiment le bon sujet, mais en fait, grosso modo, si on focalise cette puissance crête sur un petit volume, un petit métal par exemple, on fait plein de choses bien sympathiques et bonnes pour la santé, des électrons, des protons, des gamma, des X, bon, plein de choses amusantes pour la physique, mais voilà. Donc ça, c'est l'idée de base. Alors, ce laser, bon, ça c'est juste pour montrer un peu la taille du laser, donc ça c'est un petit bonhomme. Donc il sera implémenté donc, à terme à Lorme-les-Merisiers et nous on travaille donc, au sein de l'équipe sur la partie tout au début du front-end qui est déjà assez grosse quand même. Voilà. Donc ce front-end, le but donc c'est de faire donc, des impulsions ultra courtes en dessous de 10 femto avec une énergie autour de quelques millijoules et grosso modo la base des recherches, c'est sur générer, amplifier et manipuler des impulsions de quelques cycles optiques, qui n'est pas forcément facile. Alors j'ai pris quelques exemples donc, sur ces 3 mots. Donc générer, en général c'est presque le plus facile. Donc on prend un laser commercial à base de saphir dopé titane qui fait autour de 25 femto, ça c'est assez classique. Alors nous, je vous rappelle, on vise en dessous de 10 femto. Alors pour faire ça, on fait des effets non linéaires, donc comme on a pas mal d'énergie, on fait ça donc, dans un gaz qui est en fait confiné dans une fibre creuse qui fait autour de 250 microns de diamètre. Donc on voit bien là sur la photo, elle est remplie de néon, donc ça fait une jolie couleur orangée aussi. Donc après ça, donc on crée du spectre et on recomprime les impulsions. Alors on crée du spectre, donc en rouge le spectre au début et à la fin donc les spectres comme je vous ai dit de plusieurs centaines de nanomètres.
Donc qu'est-ce qu'on observe? Donc on a bien un élargissement et on a bien une impulsion plus courte à la fin. Alors ce qu'on observe aussi, c'est que j'avais un spectre à peu près gaussien au départ et qu'à la fin il est tout moche. Et que sur mon impulsion, je vais avoir plein de petits parasites et ça ne plaît pas trop aux expérimentateurs parce que ça crée des plasmas avant que ça arrive sur la cible et du coup ça crée de la physique qu'ils ne comprennent pas parce que c'est compliqué. Alors, ils veulent une impulsion où il y a toute l'énergie qui arrive dans les 5 femtos. Alors après ça, donc c'est là qu'arrive la manipulation. Alors là j'ai mis un exemple, il y en a plusieurs types, mais là j'ai mis un exemple. Alors comment on peut manipuler des impulsions femtosecondes? La première chose qu'on peut faire, c'est qu'on a vu que c'était pas terrible, donc on va essayer d'améliorer ce qu'on appelle le contraste, c'est-à-dire grosso modo l'impulsion, donc là ça sera un peu en log, hein, donc qui est en bleu, là on veut réduire tout ce qui est avant, tout ce qui est parasite, et la transformer en une impulsion plus propre, notamment au niveau des pieds. Alors pour ça on utilise un autre effet non linéaire, donc, qui est aussi un effet en Ki 3, donc c'est pas de l'automation de phase, là c'est donc les générations d'ondes par polarisation croisée qui utilisent en fait cette fois-ci un terme non diagonal du tenseur Ki 3. Donc après en utilisant des matériaux adéquats comme ici le BAF2, on arrive à générer donc une impulsion avec une polarisation croisée qui en fait a une intensité, donc c'est temporel, hein, qui a une intensité au cube de l'intensité de l'impulsion initiale. Du coup, comme on met au cube, on écrase ce qui est sur le bord et on maintient ce qui est au centre. Voilà. Donc ça permet de nettoyer. Voilà. Donc là, le setup. Donc on reconnaît le premier étage. Donc là, on élargit et là, on nettoie. Voilà. Donc bien sûr, tout ça se fait sous vide parce qu'il y a vachement d'énergie. Et donc voilà, donc ça c'est le spectre que vous reconnaissez quand on avait élargi. Et là, c'est quand on a élargi et après nettoyé. Donc on a récupéré un spectre plus propre et une impulsion de meilleure qualité. Donc c'est pas si simple, hein, parce que 5 femtos, on agite un petit papier au-dessus de la manip et ça fait 7 femtos. Hein. Donc c'est vraiment très très compliqué de manipuler des impulsions aussi courtes. Donc, on était assez content d'y arriver. Alors le troisième point sur lequel je vais m'attarder, c'est l'amplification. Alors comment amplifier des impulsions très très courtes? Alors la première chose, c'est de dire on va amplifier avec un effet laser. Alors, si on regarde, donc, on veut des spectres larges, donc on regarde les lasers qui est les plus larges au niveau d'émission, donc c'est le titane saphir. Et on dit voilà, qu'est-ce qui se passe si j'amplifie dans un matériau laser? Plus j'amplifie, alors là c'est le spectre du matériau laser, plus j'ai de gains, plus en fait il va y avoir ce qu'on appelle le rétrécissement par le gain. Et ça veut dire plus le spectre va s'affiner. Donc si j'amplifie x 10, c'est pas trop grave. Si j'amplifie x 10 000, et ben là ça commence à être vraiment critique. Et j'ai plus de spectre. Donc si j'ai plus de spectre, j'ai plus non plus de durée courte. Donc comment faire? Alors ça au sein du 10 pétawatts. Alors comment on fait? Pour avoir des impulsions, donc on dit grosso modo titane saphir c'est limité à 30 femtosecondes et nous on vise 10 à 15 femtos. Comment faire? Alors on va faire 2 étages. Donc un premier étage avec une amplification, donc je vais expliquer juste après, qui s'appelle OPCPA, avec beaucoup de gains. Et on garde l'extraction d'énergie, c'est-à-dire en fait, où il y a moins de gains sur les étages de titane saphir, parce que là, c'est quand même plus facile pour extraire de l'énergie. Alors nous, on travaille vraiment sur cette partie-là. Alors l'OPCPA, qu'est-ce que c'est? Alors OPCPA, donc déjà, ça vient de un acronyme regroupant 2 acronymes. D'abord CPA, donc ça a déjà été mentionné plusieurs fois aujourd'hui. Donc c'est grosso modo, c'est étirer temporellement une impulsion pour éviter les dommages, et après, avec un système inverse, la recomprimer temporellement pour avoir l'impulsion courte. Donc ça c'est CPA. Et après, si on rajoute le mot OPA, donc ça fait OPCPA. Donc OPA, donc ça c'est classique. Donc c'est un effet non linéaire d'ordre 2 qui s'appelle Optical Parametric Amplification. Donc pour ça, il faut un cristal non linéaire. Donc ici, typiquement, c'est du BBO, avec donc le signal amplifié et une pompe. Alors ça a l'air simple comme ça, mais en fait, je mets beaucoup sous le tapis parce que le développement de la pompe, c'est ce qui est le plus difficile. J'en parlerai pas aujourd'hui. Alors quel est l'intérêt de ce type d'amplificateur? C'est que, par exemple, dans le BBO, à un certain angle d'accord de phase, on a des spectres avec des extrêmes largeurs, comme le montre ici, plus de 200 nanomètres. Donc ça, on a le développé, sachant qu'il y a beaucoup de travail sur la pompe dont je ne parlerai pas, qui est ici, là, juste avant. Et donc le schéma qui reste, quand on a la pompe, ça a l'air simple. Donc le
le signal qui est ici très court, qui est amplifié donc ici par un signal plus énergétique, donc vert, dans le cristal. Et donc ce qu'on a, donc le spectre à l'injection et le spectre en sortie de l'EPCPA qui est bien autour de 200 nanomètres comme on le voulait. Voilà. Donc je ne dirai pas plus loin là-dessus, mais je peux répondre aux questions. Alors où est-ce qu'on en est dans Apollon? Alors déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc ça a commencé ici, donc livraison des marbres en 2009, et là maintenant on voit presque plus le marbre, donc c'est plutôt bon signe. Alors donc les gens qui ont travaillé, c'est surtout les gens que je mentionne là, donc 2 doctorants et aussi des gens qui sont du Lully, qui viennent ici, donc pour faire donc marcher de cette grosse machine. Donc c'est pas fini, hein. Il reste encore beaucoup de choses à faire et normalement donc la partie déménagement devrait se faire en fin de l'année prochaine. Voilà. Alors moi je vais conclure aussi donc sur tout ce qui a été fait pendant ces dernières années donc dans l'équipe. Donc bon, les lasers bifréquences pour les horloges atomiques dont on a parlé. Donc des choses dont on n'aura pas parlé, donc très brièvement, c'est sur les concepts de fibres cristallines. Il y a aussi des nouveaux cristaux qu'on a mis à jour avec nos amis chimistes qui ont pas mal révolutionné le monde des lasers, ces deux-là par exemple. Donc la combinaison dont a parlé Marc, le projet Apollon 10 pétawatts. Il y a aussi eu des lasers faits pour des applications bien spécifiques, comme pour la greffe de la cornée avec un laser à 1,6 micron et comme a dit Patrick au début, la création de laboratoires communs. Je vous remercie. S'il y a une ou deux questions, tout le monde a envie de manger. Je crois. J'ai une question technique pour Gaël. Pourquoi vous pompez la diode optiquement et pas électriquement? Alors, en fait, c'est pas une diode. Donc on peut, mais pourquoi est-ce que c'est du pompage optique et pas du pompage électrique? C'est parce que sur ces technos de VXL, en fait, nous on pompe là sur 80 microns de diamètre. Il faut un pompage homogène sur les 80 microns. Et en fait, en pompage électrique, on ne sait pas bien faire, on sait même plutôt mal faire un pompage homogène sur ces diamètres-là. Et donc ça veut dire qu'on a des faisceaux de mauvaise qualité spatiale. Donc le pompage optique, en fait, c'est une bonne solution pour avoir des faisceaux de grand diamètre, de forte puissance, et quand même monomode. Mais c'est une voie de développement. Enfin, le pompage électrique, c'est une... C'est un peu plus gros. Oui. Mais ça fait partie des voies de développement au LPN d'essayer de faire du pompage électrique. Mais la grosse difficulté, c'est l'homogénéité. Bien. Qui veut manger? Une autre question, pardon. Bon, je crois qu'on va partir et on reprend à 14h.